juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et nous voilà réunis pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Comme d'habitude, Olivier de Scooter m'accompagne. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et cette semaine, nous avons un invité avec qui on va parler évidemment en triathlon et on va se jeter un petit peu plus dans le frais, dans le tout-terrain, dans le cross-country. Je veux parler de Arthur Forissier. Salut Arthur. Salut Armano, salut Olivier, salut à tout le monde. Alors Arthur, tu nous as dit que tu connaissais déjà le podcast. Alors déjà, on te remercie. Parce que ce qu'on te propose, c'est de ne pas céder, enfin de céder justement à la tradition. Comme avec tous nos invités, on te propose de te présenter. Donc dis-nous tout. Qui est Arthur? Allez, ok. Bon, du coup, moi, c'est Arthur Forissier. J'ai 28 ans, je viens de Saint-Étienne. Je suis pratiquant de triathlon et spécialisé en Xterra Cross Triathlon, donc la version tout-terrain du triathlon. Donc je suis licencié au club de Saint-Étienne de triathlon. Je suis membre du team Exapri et il se trouve que j'ai la chance d'être relativement performant en Xterra, donc ça me donne accès à la grille de prix et ça me permet par extension d'avoir la chance de faire de ces entraînements et du Xterra mon activité principale. Donc voilà. À côté de ça, je fais d'autres petites activités, on va dire, de manière pas forcément très régulière ou moins prenante en tout cas que mes entraînements et mes déplacements pour les courses. Donc je fais notamment un peu de coaching. J'interviens au Staps de Saint-Étienne et j'ai pris part, on va dire, à quelques organisations autour du thème du triathlon récemment. Et voilà, et du coup, moi, en gros, j'essaye de faire des choses qui me plaisent et de mener un peu ma vie en étant cohérent avec les différentes contraintes qui sont les miennes, qui sont les contraintes que m'impose l'entraînement et son côté chronophage, les petites contraintes financières et aussi le contexte actuel, notamment la crise un peu environnementale qui arrive, mes convictions personnelles. Mes aspirations profondes et ma vision du sport. Donc voilà, j'essaie d'être cohérent avec ça. Et on va dire que j'essaye de répondre aussi à la vision que j'ai du sportif et ce qu'il doit, on va dire, apporter à la société en contrepartie de tout ce que la société peut nous apporter. Donc voilà un petit peu ma présentation et qui je suis. Ouais, c'est super, ça fait plein de sujets qu'on va pouvoir aborder. Déjà, j'adore cet aspect très modeste de je performe un peu en triathlon. J'ai la chance de performer un peu en triathlon. Bon, quand on regarde ton palmarès, c'est pas qu'un peu. D'ailleurs, mettons directement les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le détail de ton palmarès ces 10 dernières années? J'ai pas tout en tête. J'ai les choses qui sont un petit peu marquantes. J'ai les choses qui sont un peu plus fraîches en tête. Là, récemment, j'ai remporté. Cette année, je crois que j'ai gagné 5 courses par ordre antichronologique. Je sais pas si ce mot existe ou voilà, mais j'ai gagné le Xterra France il y a pas si longtemps que ça, avec le short track du Xterra France la veille. J'avais gagné le short track du Xterra Belgium. J'avais gagné Taïwan également et j'ai gagné la Suisse, le Xterra Suisse entre-temps. Donc voilà, et sinon dans les autres, ce que les gens retiennent beaucoup, c'est que j'avais remporté les championnats du monde de cross triathlon en 2019 et un titre de champion du monde, ça marque quand même les esprits. Ouais, tu parlais tout à l'heure d'essayer d'harmoniser ta vie autour de pas mal de choses et notamment les contraintes financières d'être un triathlète professionnel. J'imagine que ça, gagner un championnat du monde, ça aide un petit peu, non? Eh ben, ça aide, oui et non, parce qu'en 2019, j'ai gagné 3 600 € pour remporter le championnat du monde. Donc c'est énorme à l'échelle de ce que je peux gagner moi en tant que sportif. Mais pour arriver à financer une saison, à essayer de vivre un peu décemment et voir, soyons fous, de mettre un peu de côté, c'est pas non plus d'une aide incroyable. On va là-dessus, t'as dit 3006 ? Ouais, c'était quelque chose comme ça, 3000,
675 euros, je crois, un truc comme ça. Donc en net, dans ta poche, c'est ça que tu as touché pour le titre de champion du monde, quoi. Alors honnêtement, en fait, je me souviens de ce prix parce que il m'avait fait une petite pancarte en me disant que j'avais gagné cette somme, mais je me souviens plus avec le virement s'il y avait un prélèvement à la base. En général, il y a des taxes un peu, mais parfois il y en a, parfois il y en a pas, parfois il y en a des grosses, parfois il y en a des petites. Mais ouais, c'était dans ces eaux-là, quoi. Ok, donc c'était même pas donc c'était le prize money de base, quoi. Ouais, C'était même pas après déduction ou quoi. C'est ok, c'est assez ouf. Et en même temps, ça te donne de la visibilité un petit peu pour les sponsors. Eh ben oui, ça m'en donne, mais pour être honnête avec vous, en 2019, j'étais pas très mature, j'étais pas très actif sur les réseaux sociaux et j'ai pas réussi à faire de ce titre quelque chose qui était vraiment. Enfin, j'ai pas réussi à rebondir, à faire les choses vraiment bien et ça a pas été un flop, mais je pense que si je le gagnais maintenant, j'arriverais à en faire quelque chose de mieux et à plus capitaliser sur ce titre de champion du monde en faisant adhérer plus de sponsors, plus de retombées, quoi. Ouais, puis juste pour remettre un peu dans le contexte, tu l'as dit, hein, 3600 euros, ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui va gagner une course un dimanche, enfin une course de campagne, on va dire. Par contre, quand on est sportif professionnel, bah faut compter qu'avec les 3006, finalement, tu payes un bout de ton salaire, deux, un bout de l'équipement que t'as acheté. Et quand on connaît le prix d'un vélo, on sait que 3006, ça va pas permettre d'aller loin. Et puis aussi tous tes partenaires et tous les gens qui t'accompagnent. Enfin, j'imagine que tu as un kiné, un médecin, un nutritionniste, un coach. Tous ces gens-là, bah, en général, ils le font pas bénévolement. Donc finalement, avec ton prize money, ta boîte champion du monde, tu vas pas loin, quoi. Bah ouais, c'est bien résumé. Effectivement, j'ai la chance d'avoir pas mal de monde qui me suit. J'ai aussi beaucoup de chance parce que ils me font tous un peu des petits prix, des remises ou voire des interventions carrément bénévoles. Mais effectivement, ouais, c'est aussi quand on est sportif une volonté de pouvoir un peu renvoyer l'ascenseur en disant bah ça fait 10 ans que tu me coaches, tu m'as toujours demandé le tarif minimum. J'aimerais bien te filer un peu plus ou enfin. Et après la reconnaissance passe aussi par d'autres moyens que l'argent heureusement et du coup on s'en sort comme ça mais mais voilà. Bon, alors, malgré tout, pour arriver à tous ces titres, et notamment les derniers, et aussi celui de champion du monde, de gagner un championnat du monde en 2019, qu'est-ce qui, toi, t'a amené au triathlon? Parce que Saint-Étienne, c'est pas une des villes les plus connues pour le triathlon, et en particulier le cross-triathlon. Ceci dit, on a quand même eu une triathlète il y a pas longtemps de Saint-Étienne. Jeanne Collonge, ouais, tout à fait. Ouais, bah c'est ma coloc là en ce moment. Ah, excellent. Passe le bonjour. Bon, bah, le monde est petit. Tu lui remettras un autre bonjour, effectivement. Non, mais vous risquez d'entendre parler un peu de Saint-Étienne quand même. Après, moi, j'aime bien. J'y ai fait mon premier swimrun. Je trouve que le coin est vraiment magnifique. En tout cas, là où est donné le départ du swimrun, ça n'a absolument rien à voir avec l'image qu'on peut avoir de Saint-Étienne. Et je trouve que c'est vraiment super agréable, super sympa, super nature. J'y ai passé un très très bon moment quand j'ai fait le swimrun là-bas. Ah, bah ça me fait plaisir. Mais ouais, effectivement, Saint-Étienne, c'est un peu sous-coté, mais pour s'entraîner en termes de lieu d'entraînement, c'est vraiment incroyable. On a du plat pour ceux qui aiment le plat. On a la chance d'avoir le Pilat au pied de Saint-Étienne et du coup, on peut faire des cols de 15 bornes. Enfin, on a vraiment une variété de terrain et un côté nature qui permet une diversité d'entraînement qui est assez incroyable. Plus les infrastructures de la ville qui permettent de nager, de faire de la piste et tout ça. On est bien. Mais du coup, si je reviens à ta question, je suis venu au triathlon par hasard parce que je connaissais pas en fait. J'étais au lycée et moi je faisais du VTT en loisir, on va dire. J'étais très investi, mais je faisais aucune compétition parce que j'avais pas l'esprit de compétition et que pour moi le VTT c'était juste se balader avec ses potes dans la forêt. Et au lycée, j'avais pris une option en UNSS, donc le sport scolaire, qui s'appelait activité physique de pleine nature. On pouvait faire aussi bien de l'escalade que du kayak, que d'autres choses. Et on a fait notamment un run and bike et qui s'est super bien passé. Et j'ai rencontré un entraîneur de triathlon sur ce run and bike qui m'incitait à venir essayer, puis à prendre ma licence. Et de fil en aiguille, ben, voilà comment ça a commencé. Bah, finalement, il y a des trucs pas mal avec le sport scolaire, qui est souvent décrié, mais c'est vrai que c'est souvent le début de pas mal de vocations. Ah bah ouais, carrément. Heureusement que ça existe. Et puis, ça a le mérite pour quelqu'un qui a pas forcément les moyens de faire une quantité, une variété d'activités qui est assez incroyable. On mesure pas la chance qu'on a d'avoir ce genre
d'opportunités dans nos parcours scolaires. Donc en gros, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, tu as commencé véritablement le sport, entre guillemets, de compétition quand tu étais au lycée, donc 14-15 ans, 15-16 ans peut-être. Là, tu en as 28, donc en gros, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que tu es sur le triathlon, et en particulier le cross-triathlon, et ça t'a pas empêché de faire des résultats. Donc tout n'est pas perdu pour ceux qui nous écoutent alors qu'ils ont déjà 15-20 ans. Ah ouais, carrément, tout n'est pas perdu et après, sans parler forcément de percer dans le haut niveau, dans tous les cas, quel que soit l'âge qu'on a, je pense que ça vaut le coup de faire du sport si ça nous fait plaisir et on peut arriver à progresser énormément et voire à accrocher un joli petit niveau si on persiste un peu, quoi. Bah, et du coup, comment est-ce que toi, t'es arrivé de découvrir le VTT, enfin pratiquer le VTT en mode véritablement loisir, à passer à l'UNSS, et puis de l'UNSS à succomber aux sirènes de ce coach qui t'a dit bah tiens, viens essayer le triathlon, ça a l'air pas mal, et finalement tu t'as accroché. Comment t'as glissé doucement vers la compétition de bon niveau, et puis après le haut niveau? Eh ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, quand je m'entraînais, notamment à la piscine, le mercredi soir, les lignes du club étaient juste à côté des lignes du centre d'entraînement de triathlon de la Loire. Donc, il y avait Christophe Basti qui était à l'époque je sais pas comment on dit, le directeur technique ou non, pas le conseiller technique. Enfin, bref, qui entraînait les jeunes les plus performants du département de la Loire. Et lui, au bout de 6 mois, il m'a dit, ben écoute, t'es nul, mais on voit que tu t'accroches, donc si tu veux, l'an prochain, tu peux venir t'entraîner avec nous. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai beaucoup de chance d'être tombé sur Christophe parce que il a beaucoup d'expérience en coaching et il a une vision hyper protectrice. Mais on va dire qu'en fait, il veut à tout prix éviter les blessures. Et du coup, il se base vraiment sur une progressivité qui est assez faible, on va dire. Enfin, on passe pas de 15 heures à 20 heures d'entraînement en une année. C'est vraiment super progressif. Et du coup, j'ai la chance de jamais m'être blessé, d'avoir une progression super linéaire. Et il m'a aussi empêché de tomber dans la facilité parce que moi, je savais pas nager à la base. Et du coup, la facilité, ça aurait été le duathlon ou ce genre de discipline où il n'y a pas trop à nager. Et il m'a toujours dit non, reste à Saint-Étienne, essaye de faire de la D3. Puis finalement, de la D3, on est monté en D2. Il m'a dit continue, essaye en D2. Et du coup, j'ai réussi finalement à avoir un niveau qui était qui est correct en natte. Là, je pense que j'ai un bon niveau des deux, quoi, en natation. Et du coup, voilà, grâce à lui, j'ai eu une progression vraiment continue. Et je continue encore. Quand tu dis que tu étais nul et que tu savais pas nager, ça voulait dire quoi exactement en termes de temps, jusqu'on se situe un petit peu? Ça voulait dire que la première séance, j'ai pas réussi à faire 50 mètres et que mon premier 400 mètres, ça fait encore marrer les maîtres nageurs de la ville. Je l'ai fait en 7 minutes 42. Donc voilà un peu les chronos en bassin de 25. Bah, encore une fois, hein, tout n'est pas perdu. Hein. Et ouais, non, faut s'accrocher, c'est tout. Et quand tu dis que tu n'étais pas capable de faire 50 mètres, c'était enfin, niveau psychomotricité, au niveau de l'enchaînement, les bras, la respiration. En fait. Je savais pas respirer dans l'eau et du coup, ben, c'était galère, quoi. Je m'accrochais au mur à vos lignes pour essayer de reprendre mon souffle parce que sinon j'étais en apnée, quoi. Je dis ça avec un petit sourire parce que moi c'était pareil, hein, donc il y a absolument aucune condescendance. Voilà. Sauf que c'était pas un bassin de 50 mètres, c'était un bassin de 33. Et arrivé effectivement à la moitié du bassin, j'ai dû mettre la main sur le côté et dire, ouais, mais en fait il faut qu'on m'explique parce que j'y arrive pas. Et du coup le coach il m'a dit bah écoute, fais la même chose que tout le monde, mais mets les palmes. Comme ça me permettait de suivre plus ou moins, quoi. Donc je comprends, je compatis. Par contre, je suis pas sûr d'avoir fait les mêmes progrès que toi en la matière. Mais bon, ça c'est une autre histoire. T'as commencé à quel âge, toi ? Ah, moi j'ai commencé tard, hein, la natte. Je vais avoir quoi, 26 ans. Ok, ouais. Donc ouais, c'était quand même tard. Ouais. Et du coup, moi, ça m'amène à une question.
comment est-ce que tu as fait pour progresser? Est-ce que finalement tu as bouffé des bornes ou tu es vraiment passé par une phase d'apprentissage technique? Est-ce que tu as pris des cours de natation ou est-ce que c'est en l'occurrence le coach de ton club, voire Christophe Bastille, qui t'a dit bon bah là on va reprendre les bases et même on va t'apprendre à sec, donc hors de l'eau, comment faire les mouvements, comment respirer, etc. Ou est-ce que tu as juste essayé de faire comme tout le monde et puis au bout d'un moment tu as rajouté des bornes et des bornes et des bornes et c'est comme ça que tu as progressé? Non, c'est pas les bornes, moi, qui m'ont fait progresser parce que j'ai jamais nagé beaucoup. Même encore maintenant, c'est relativement rare les semaines où je dépasse 20 km de natation. Ça peut paraître énorme pour beaucoup de gens, mais comparé aux sportifs, on va dire, de mon niveau ou aux gars qui sont en D1, même D2, je suis vraiment dans ceux qui font le moins de kilomètres en natation. Et en gros, ma progression, elle est passée beaucoup par les cours. Enfin, j'avais la chance d'avoir Christophe qui était au bord du bassin et qui me mettait des brasses en me disant ton coude, plie-le, machin. Enfin, ouais, vraiment un apprentissage technique long et laborieux, on va dire. Et après, au fur et à mesure, j'ai pu compter sur un peu de vidéos. Et ça m'a énormément aidé parce qu'en natation, c'est très difficile de se rendre compte du positionnement de son corps dans l'espace. J'ai pas eu la chance de faire de gymnastique ou de sport un peu comme ça quand j'étais jeune. Et du coup, souvent, je me faisais engueuler parce que j'avais pas le bras tendu devant, alors que j'étais convaincu que mon bras il était tendu, et j'arrivais pas le temps de plus, et c'est très frustrant. Alors que quand on te montre la vidéo et que tu vois ton bras il est quasiment à 45 degrés, tu te dis ah ouais, effectivement, il y a un problème. Donc la vidéo m'a beaucoup aidé. Et à la fin, j'ai ajouté à ça pas mal de préparation mentale avec pas mal de visualisation. Et ça aussi, ça m'a fait passer beaucoup de caps. Et en fait, je dirais qu'il y a eu une étape très importante dans ma construction dans l'eau, c'est qu'il y a un moment où j'ai cessé de vouloir reproduire des gestes et j'ai essayé de ressentir. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quand même pas mal de petits déclics et ça m'a bien aidé. Ouais, juste pour remettre dans le contexte, hein, tu disais que 20 km par semaine, c'est pas énorme. Si on prend des sportifs effectivement de haut niveau, si on considère qu'ils nagent 5 jours par semaine, une séance moyenne, c'est 5 bornes. Donc voilà, le minimum pour un sportif de haut niveau, plus ou moins en triathlon en tout cas, on n'est pas loin des 25 bornes. Donc effectivement, quand t'es à 20 par semaine, t'es un petit peu en dessous. Le coup de ressentir, moi j'adore ça. Je trouve que effectivement, même quand ça fait longtemps que t'as pas nagé et que tu retournes dans l'eau et que tu sens que tu essaies de te battre avec l'eau et puis il y a un moment tu as un déclic et tu ressens les sensations dans l'eau, c'est juste impressionnant. Par contre la question c'est de savoir comment est-ce qu'on retrouve cette sensation, comment est-ce qu'on débloque cette sensation. Ouais, attendez les gars, parce que là pour moi vous parlez chinois, hein. Ça veut dire quoi ressentir, parce que enfin je veux dire t'es dans l'eau, enfin tu vois, ouais, tu trouvais tes appuis, je vous avoue que je comprends pas trop de quoi vous parlez là. Eh ben, c'est super compliqué à ressentir, à expliquer, pour être honnête. Mais pour moi, la natation, c'est vraiment un sport de sensation. Et il faut ressentir des appuis, il faut ressentir des résistances pour essayer de les diminuer. Il faut ressentir parfois une petite sensation de glisse. Et après, il y a tout plein d'exercices qui peuvent permettre de ressentir ces choses, notamment les freins. Tu fais une coulée, tu mets les palmes et tu te positionnes n'importe comment, tu vas sentir la résistance de l'eau qui s'appuie sur certaines parties de ton corps. Après, tu fais la même chose en essayant de te profiler au maximum et tu vas voir qu'il y a moins de résistance. Ça, c'est tous des trucs que tu peux essayer de ressentir, mais effectivement, c'est pas facile du tout. Et après, moi, j'ai des sensations d'étirement musculaire à certaines phases du mouvement, des sensations d'étirement des chevilles quand je fais du battement. C'est très compliqué à décrire et peut-être qu'un nageur qui serait meilleur que moi ou juste qui aurait pas le même style que moi, il aurait des sensations complètement différentes. Mais en attendant, ces sensations, c'est un peu un repère pour moi. Je sais que quand j'arrive à retrouver certaines sensations, c'est que je suis en train de plutôt bien nager, quoi. Ok. Mais ça reste un truc comme ça un peu difficile à décrire. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on sait qu'on l'a ou on sait qu'on l'a pas. Ouais, c'est ça. À pied, c'est un peu pareil, hein.
Parfois, tu vas sentir une tension dans le mollet, une ouverture de la hanche, un relâchement du haut du corps, le fait que que tu aies le visage complètement détendu avec aucune tension. C'est des trucs, c'est tout bête, mais parfois tu vas le sentir, parfois tu vas pas le sentir et voilà. Ouais, moi j'avais envie de te dire de faire une comparaison avec ce fameux état de flow que parfois tu ressens en course à pied. Alors peut-être que toi ça te parlera plus en vélo, Olivier, parce qu'à la base t'es quand même cycliste. Mais tu sais ce moment en fait où tu te détaches complètement de l'extérieur et que tu ressens juste les sensations de ce que t'es en train de faire. Donc quand t'es sur le vélo, tu sens le vent sur ton visage, tu sens le vent sur tes jambes, tu sens le vent sur ton corps. Et je pense qu'en natation, quand on parle de sensations dans l'eau, on n'en est pas loin, quoi. Et pour moi, c'est quand même deux choses légèrement différentes. Le flow, c'est un état qui est vraiment général. Et tu peux être dans le flow, alors que les sensations dont je te parle en natation, c'est vraiment des sensations sur des parties super précises. C'est la main bien ouverte et tu sens que quand tu casses le coude, l'appui il est bien dur et que tu as un appui sur l'eau, ce genre de truc. Et ouais, le flow, ouais, ça se ressent de manière vraiment globale, générale. T'es sur ton petit nuage. Oui, mais pour moi, le flow, c'est quand même lié à une maîtrise de la discipline. Enfin, c'est-à-dire que tu as cet état de flow quand tu sens que tu es en maîtrise de l'effort et que, enfin voilà, t'es bien en fait. T'es bien juste parce que tu fais le bon mouvement comme il faut, t'as l'impression que c'est facile, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais eu en natation, moi. Bientôt. Ouais, bon. Donc, tu as cessé de reproduire des gestes et tu as commencé à ressentir. C'est beau, évidemment, dit comme ça. Voilà, tout est dit. Merci, ciao. Allez, bisous. Bon, et sinon, parce que tu parlais aussi de prépa mentale et de visualisation, t'as fait quoi? Parce que tu disais, voilà, j'ai vu des vidéos pour progresser. Bon, là, a priori, tout le monde pourra aller sur YouTube, regarder des vidéos. Je pense que ce sera assez facile à mettre en place. Mais par contre, la prépa mentale, qu'est-ce que tu as comme exercice? Non, les vidéos, c'est vraiment, je me faisais filmer moi. Et du coup, je me rendais compte de ce que je faisais. Et après, oui, tu peux aller comparer à Yann Torp sur YouTube pour que ça te démoralise un bon coup. mais tu vois un peu tout ce qu'il faut ajuster, modifier. La préparation mentale, je le fais avec quelqu'un qui est aussi ma nutritionniste, qui s'appelle Séverine Durin. Et en fait, elle m'enregistre des petites séances de visualisation. Et donc, en gros, j'ai des notes vocales sur mon téléphone que j'écoute en me posant sur une chaise. Et juste, je me laisse guider en fait par la séance. Et la séance, globalement, elle me fait me lever le matin, aller à la piscine à vélo, poser le vélo, mettre mon maillot de bain. Enfin, bref, je suis tout le cheminement. Et ensuite, je me vois en train de sauter dans l'eau, je me vois en train de nager bien, de faire les bons gestes, de ressentir un peu ce que ça fait de faire les bons gestes, de faire une bonne séance, de sentir que je fais une bonne séance, tout ça. Et en fait, avec un peu de pratique, on arrive quand même à vachement ressentir, encore une fois. Et la prépa mentale active les mêmes schémas moteurs, a priori, que la pratique en elle-même. Donc, ça permet de renforcer un comportement qu'on pourrait considérer comme positif. Et donc ça veut dire que tu écoutes ça à quel moment? Ça dépend des moments. Parfois, c'est le matin quand j'ai un petit moment avant de me lever. Parfois, c'est à la sieste après un ou deux entraînements. Parfois, c'est le soir quand j'ai fini ma journée un peu plus tôt que d'habitude et que j'ai le temps. Ça peut être... Voilà, après, j'ai plein de séances de prépa mentale. Je dois en avoir 10 ou 12 et je varie un peu. Mais pour la natation, j'en ai vraiment une spécifique. Ok, et donc l'objectif, c'est de l'écouter un maximum de fois dans ta journée, dans ta semaine, pour que ça rentre, quoi. Faut ancrer le message. Je dirais pas que c'est un objectif de quantité. Par contre, de le faire quand même relativement régulièrement et de le faire dans un état d'esprit où tu es vraiment consacré à 100% à ta séance et où tu as envie de le faire, quoi. Ouais, c'est ça, tu le fais pas sur le chemin vers la piscine ou quand t'es dans ta voiture avant d'aller faire des courses, quoi. C'est vraiment quand t'es posé, t'es dans ton état d'esprit et dans un état de disponibilité où t'es prêt à mettre ton cerveau à écouter à 100%. Ouais, c'est ça. Après, pour cette séance, c'est ça. Il n'empêche qu'avant de me mettre à l'eau, quand j'ai le temps, j'essaye quand même de me mettre un peu dans l'état d'esprit de natation, de visualiser un peu les mouvements que je dois faire, d'essayer de ressentir, enfin de me préparer mentalement à nager, à faire les bons gestes.
Et de plus en plus, en fait, avec l'entraînement, l'expérience, j'arrive à reproduire un peu ces petites pensées, ces petits moments de visualisation à peu près n'importe quand, n'importe où. Et voilà. Mais c'est pas mal d'entraînement, ça. Mhm. Et à chaque fois, donc c'est des notes qui expliquent le cheminement. Enfin, t'as une séance en tant que telle, ou t'as d'autres choses aussi, où ça illustre une course, ou la victoire, ou la ligne d'arrivée, j'en sais rien. Alors j'ai des notes un peu sur tout. Il y a des notes où je suis simplement en train de faire ce que j'aime. Je ressens plein de trucs. C'est vachement basé sur les sensations, en fait. Ça part de l'échange que j'ai avec Séverine. Je lui dis voilà, de temps en temps quand je suis à vélo, je me sens super bien parce que je me sens vraiment relié à mon vélo. Je sens les poignets dans les mains, je sens les pédales sous mes pieds, je sens la selle sous mon cul et je sens que je maîtrise mon vélo, je sens que c'est facile, tout ça. Et quand elle a des infos comme ça, elle les note et elle me les retranscrit dans ses notes vocales. Et donc c'est elle qui enregistre alors. Ouais, c'est ça, parce qu'elle a elle a quoi? Elle a une plus belle voix que moi. Et justement, j'allais te demander, est-ce qu'elle a une voix, elle prend une voix un peu spéciale comme ça, en mode storytelling Ouais, c'est une voix très apaisante, très, très rassurante. Un peu comme les applications de méditation guidée. Je suppose. Je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration. Ouais. Donc ça c'était pour la visualisation, et donc c'est comme ça que t'as pu progresser en hâte. Fais-nous rêver un peu en termes de performance aujourd'hui, t'en es où Alors, le dernier chrono que j'ai fait sur des distances comme 400, ça doit avoir plus de 3-4 ans, donc j'ai pas trop d'idées d'où j'en suis en natation actuellement. Christophe est pas forcément fan de tests, mais ouais, j'arrive à faire des séances que j'arrivais pas à faire il y a quelques temps, et j'arrive à sortir pas trop loin de la tête sur Xterra. Et ouais, enfin, je peux pas vous donner de chrono, désolé, j'ai pas, ça serait inventer des chronos, donc voilà, mais j'ai progressé, quoi. Ouais, enfin bon, en tout cas, t'as fait des jolis titres et pas mal de victoires, donc bon, on peut mettre une grosse partie sur le vélo et la course à pied, mais j'imagine qu'au final, c'est pas dégueulasse la natte non plus, quoi. Ouais, ça reste un tout. Ce qu'on dit souvent, c'est que en triathlon, on gagne pas la course avec la natation, mais en revanche, on peut la perdre si on sort mal, si on est mal placé, si on fait une natation complètement dans les choux. Toi, du coup, on comprend que tu sors pas avec la tête, mais tu sors pas trop mal placé. Ton point fort, ça va être où? Ça va être sur le VTT? Ça va être sur la course à pied? Ça va être sur la gestion de la course de manière générale? Un peu tout, en fait. Parce que, ouais, mine de rien, cette année à Taïwan, je sors à 7 secondes de la tête. Xterra France, je me prends 30 secondes par un mec. Enfin, c'était un peu particulier le Xterra France. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais je sors quand même relativement proche de la tête. En Belgique, je crois que je me prends 1,30 par Pujade. Pujade, sacrée référence. Donc voilà, je me prends 1,30 par Anthony sur 1500 mètres. Et finalement, j'arrive à recoller assez vite. Donc ouais, voilà pour le niveau de natation. Après, ouais, j'ai quand même un gros vélo, et en course à pied, je suis pas trop mal. Les points forts, ce serait plutôt vélo et gestion globale, on va dire. Ouais, tu vois, Olivier, tu peux te reconvertir dans le cross triathlon. Écoute, figure-toi que j'ai jamais fait de cross triathlon, honte à moi. Et pourtant j'ai commencé le vélo sur le VTT, tu vois, donc Eh ben franchement, viens essayer, c'est hyper cool. Il y a une ambiance en Xterra et en cross-tri qui sont géniales, hein. Franchement, mais j'en suis certain, j'adorerais. C'est juste qu'il faut que il faut que je m'achète un VTT pour commencer, parce qu'avec mon CLM ça risque d'être compliqué. Non, il faut que je m'y remette. Mais après, tu vois, il y a un truc, c'est que moi, je vis à Bruxelles, au plat pays, et le VTT, c'est un peu moins sexy, tu vois, en Belgique. Alors bon, tu peux aller dans les Ardennes, etc., ou y mettre dans le Namurois, mais voilà. Mais bon, habitant à Bruxelles, c'est quand même moins sexy, je trouve.
Et moi qui faisais du VTT à l'époque à la montagne, tu vois, revenir en Belgique après pour faire du VTT, je trouvais ça un peu, voilà. Donc, mais je m'y remettrai très certainement un jour. Ouais, bah tu déménages à Saint-Étienne et puis tu fais du Xterra. Bah voilà, c'est peut-être voilà un prochain objectif à mettre sur ma bucket list. Aller vivre à Saint-Étienne pour faire du Xterra. Tu parlais un peu de ta routine et tu disais voilà, après la sieste ou avant la sieste, je sais plus. La sieste pour toi c'est quelque chose que tu fais tous les jours, ça ressemble à quoi une journée type? Alors merci Christophe, il n'y a pas de journée type, hein. Vraiment j'ai des journées, des entraînements et des semaines qui sont ultra variées et c'est vraiment un truc que j'apprécie parce que la routine par définition j'aime pas du tout, mais c'est vrai que c'est assez rare que je fasse pas de sieste. Faut vraiment que j'ai une grosse journée où j'ai pas le temps de faire la sieste pour l'esquiver. Mais c'est vraiment la sieste, c'est salvateur pour moi. Enfin, si j'en fais pas, je suis grognon le soir. Hein. Et tu dors combien d'heures par nuit? Ouais, moi, je fais des grosses nuits. Hein. Moi, je fais une dizaine d'heures par nuit, plus des siestes. Wow. Plus des siestes? C'est-à-dire que tu fais pas une sieste dans la journée, t'en fais plusieurs? C'est rare que j'en fasse plusieurs, mais ça m'arrive. Hein. Quand je suis éclaté ou que j'ai des petites nuits, je compense par des siestes. Bon, alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Pour ceux qui ont suivi, j'ai traversé la France en courant et un copain m'a rejoint sur une des étapes et il était impressionné parce que après le repas du midi, après la pause du midi où on a mangé, je dis bon bah moi je vais faire ma sieste. Je me suis posé sur la chaise sur laquelle j'étais en train de manger et puis en 4 minutes 30, j'ai fait une petite sieste récupératrice et j'avais besoin de ça tous les jours en fait pendant 30 jours, y compris le matin juste avant de prendre le départ. Je m'allongeais 5 minutes et je récupérais comme ça, bien que je me sois levé que 2 heures avant. Pour toi, ça ressemble à quoi une sieste? C'est long, t'as une routine, faut que ce soit dans ton lit ou sur le canapé ou tu t'endors comme ça à la volée juste pour faire un reset du cerveau? Alors ça dépend, je pense que j'ai quand même un peu comme toi la faculté de m'endormir assez facilement. En général, quand je suis chez moi, je la fais dans mon lit. Hein, pourquoi dormir par terre? Mais ouais, je la fais dans mon lit. En fait, j'ai réussi à me caler. Au début, je mettais des réveils au bout de 20 minutes et maintenant, j'ai même plus besoin de mettre de réveil. Je me réveille assez naturellement au bout d'une vingtaine de minutes. Parfois, je m'autorise à faire vraiment 1h30 de sieste quand je suis éclaté, que j'ai le temps et que je sens que j'en ai besoin. Je me laisse aller et voilà. Parfois, au bout de 5 minutes, je me réveille et ça va. Enfin, en fait, je sais que quand je me réveille, c'est que je suis bon et je peux partir pour la suite. Donc voilà, mais c'est quand même un apprentissage la sieste. Il faut se poser et puis il faut apprendre à déconnecter assez vite. Ouais, c'est encore un truc qu'on pourrait apprendre aux jeunes triathlètes. Mais même je suis d'accord et on n'en parle pas assez, je trouve, la sieste. Ouais, mais même quand je bossais pendant le Covid, j'ai dû bosser un peu à Décathlon parce que du coup j'avais plus de primes de course et au début, je bossais dans un Décathlon, ils avaient une salle de sieste, mais tous les midis, j'allais faire ma sieste, j'étais trop bien. Et dans le deuxième, ils en avaient plus. C'était dur, quoi. Enfin, ça manquait vraiment. Tu te cachais où, dans la réserve? Chez Decathlon. Je faisais des siestes sur le bord dans les vestiaires, c'était pas ouf. Il y avait un détecteur de lumière, il y en avait un qui passait, ça rallumait tout, j'étais content. Et du coup, comme on parle du sujet de la sieste, toi qui fais des courses un petit peu partout dans le monde, tu nous as parlé de Taïwan tout à l'heure, est-ce que ça te permet aussi de gérer / réguler le jet lag? Certainement. Effectivement, j'ai pas non plus voyagé dans des contrées, on va dire, avec un décalage horaire trop important. Mais Taïwan, j'ai pas trop mal vécu le décalage horaire parce que j'avais fait plein de siestes dans l'avion, j'avais fait plein de siestes en arrivant et au final, je me suis recalé assez naturellement. Hein. Enfin ouais, juste en faisant un peu gaffe le matin à pas trop fermer les volets pour qu'il y ait un peu de lumière du jour dans la chambre. Hop, on se recale comme une fleur et ça passe tout seul. Mais avec une période d'acclimatation quand même. Alors à la chaleur et à la température, oui, une grosse acclimatation. Mais ça a été plus dur de s'acclimater à ça que de s'acclimater, récupérer du jet lag, quoi. Et cet aspect, c'est marrant, ces siestes, parce que, comme je disais, on n'en parle pas assez, que ce soit pour les athlètes, hein, quand tu fais du triathlon ou n'importe quel autre sport de niveau,
parce que c'est physique et voilà, ça te demande beaucoup d'énergie, donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir recharger la batterie. Mais tu fais le parallèle dans la vie professionnelle, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des métiers assez prenants, et en fait faire une sieste parfois ça te booste de dingue, et c'est un truc de dingue, et pourtant il y a beaucoup de gens qui le font pas, ou c'est mal vu, ou tu vois, tu regardes le monde d'entreprise par exemple, c'est assez rare, alors ça commence, mais ça reste quand même assez rare de pouvoir faire une sieste au bureau, tu vois, devant tes collègues, machin. C'est pas forcément quelque chose qui est bien vu, et puis c'est pas quelque chose qu'on a appris aussi. Ouais, mais enfin, si on regarde le monde de l'entreprise, il y a un paquet de trucs qui sont mal vus, alors que ça serait hyper bénéfique. Les boss, ils auraient tout intérêt à encourager les salariés à aller faire un peu de sport le matin, à faire des siestes le midi, à discuter un peu plus à la machine à café. Il y en a qui sont vraiment sur une vision un peu rétrograde il faut bosser 8 heures d'affilée sans lever le nez de son ordi, sans lever le cul de sa chaise, et au final, on sait très bien, ça a été démontré. Alors, j'ai pas le nom ni de ceux qui ont fait les études, ni des revues dans lesquelles ça a publié, mais on sait très bien que c'est impossible d'être concentré, efficace 8 heures d'affilée, et que si on se levait, qu'on allait faire un petit footing ou ne serait-ce qu'une petite sieste, une petite discussion à la machine à café, on serait beaucoup plus efficace. Les siestes, justement, c'est quelque chose que tu as appris à faire. À un moment, tu t'es dit, en fait, il faut que je fasse des siestes, et donc du coup, que je me mette un peu cette routine, etc. Ou bien c'est quelque chose que tu fais depuis toujours, depuis que t'es gamin, et puis voilà. Non, je le fais pas depuis toujours. Je me souviens que quand j'étais tout petit, c'était difficile de me faire une sieste. Et puis, en fait, j'en ai pas ressenti le besoin beaucoup. Quand j'étais au collège, lycée, j'en ressentais pas le besoin. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à en ressentir le besoin. Et c'est pas plus bête que ça, mais quand t'as sommeil, tu dors, et puis voilà. Je pense que ça va parler effectivement à pas mal de personnes. En tout cas, je l'espère, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément, quoi. Le pouvoir de la sieste. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose, on en avait déjà parlé sur le podcast, mais ça remonte. En fait, faire une sieste, ça veut pas forcément dire dormir. Si juste tu t'allonges, tu fermes les yeux, et tu te laisses aller, et voilà, t'es pas forcément, tu restes conscient, mais en fait rien que ça t'aura déjà reposé, et ce sera déjà bénéfique, quoi. Ah ouais, carrément. Oui, que ce soit appelé somnolence ou simplement se poser dans un fauteuil 5 minutes tranquille, mais même s'il n'y a pas du tout de sieste, le simple fait de couper un peu sa journée, de se poser, de se recentrer sur soi, ça fait énormément de bien, hein. Toi, tu dirais que ça, c'est un de tes secrets, justement, pour avoir réussi à atteindre le plus haut niveau. Et pour revenir un petit peu sur nos discussions du début, pour toi, c'est quoi alors pas forcément le secret ou les secrets, mais ce qui t'a permis, justement, d'arriver à ce niveau-là? Alors, c'est pas ça le secret, parce que déjà, c'est pas un secret. Et ensuite, on va pas se mentir. Et si c'était un secret, tu nous le balancerais pas, c'est ça? Il y a un tas de trucs que je vous dirais pas, les gars. Non, je rigole. Non, je pense que malheureusement, c'est un peu injuste, mais la génétique est passée par là, et elle m'a donné des capacités pour faire ce que je fais. Et c'est pas que c'est tout, parce qu'il y a quand même du travail derrière, mais il y a un paquet de gens qui pourraient s'entraîner exactement comme je le fais et qui n'arriveraient pas à mon niveau, parce qu'ils n'ont pas la même génétique, pas les mêmes prédispositions. Et peut-être qu'il y en a qui pourraient faire la moitié de ce que je fais et être beaucoup plus fort que moi. Ouais. Il y a d'une part les entraînements qui ont été super bien structurés par Christophe, et une progression qui a été planifiée à l'échelle d'une carrière, je dirais, beaucoup plus que d'une saison. Et donc ça a une part énorme. Il y a le fait que je réalise ces entraînements avec pas mal de conscience, et en essayant de faire les choses bien, et qu'en plus j'y prenne du plaisir. Et après, il y a le fait que j'ai cette génétique-là, et que c'est comme ça, hein. C'est marrant, parce qu'on en parlait justement avec Arthur Serrière, qui lui disait moi j'ai pas de talent particulier, entre guillemets, quoi. Moi c'est que du boulot, et à t'entendre toi, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Tu dis non, moi c'est plutôt c'est une question de génétique. Je nage mais pas autant que les autres, et sinon je fais pas mal de siestes, et j'ai l'impression que c'est un peu le... est-ce que
tu vois toi une différence entre les deux, ou t'es d'accord avec ça ou pas? Alors, j'ai écouté son podcast et finalement, je pense que même si ça a l'air assez opposé ce qu'on dit, au final, ça revient quand même au même. Parce que on va dire que on a tous une génétique plus ou moins favorable à la pratique du sport et je pense que la sienne est aussi très bonne. Mais c'est pas forcément visible tout de suite. Enfin, le premier mec qui m'a mis dans l'eau, il s'est pas dit ouais la génétique incroyable. Mais voilà, c'est en fait pour moi la génétique, ça détermine plutôt un plafond qui est plus ou moins haut. Et donc, il faut toujours une quantité de travail pour arriver, sauf que pour arriver là-haut, sauf qu'il y en a qui ont un plafond plus bas que d'autres et qui pourront bien faire ce qu'ils veulent, ils seront limités. Donc, je pense que Arthur Serrière a une génétique assez incroyable aussi. Après, effectivement, on a tous les deux travaillé pour renforcer tout plein de choses. Notamment au niveau tendinaux, musculaire, tout ça. Voilà, mais de base, on n'est pas forcément très doué dans les catégories jeunes. Enfin, moi, en jeune, j'ai pas réussi à faire mieux que top 85 au championnat de France junior en triathlon. Et voilà, par contre, il n'en demeure pas moins vrai que maintenant, j'en suis là où j'en suis. Et c'est grâce au travail. Mais voilà, la génétique, c'est le plafond, mais il faut quand même travailler pour atteindre ce plafond. On en revient au boulot, en fait. Il y a le talent, mais le talent sans travail, ce n'est rien. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'est une phrase qui me plaît bien et qui, en général, illustre aussi un peu ce qu'on dit. Ouais, tout à fait. Bon, après, tu disais qu'en jeune, tu avais du mal à performer. Faut se rappeler que tu as commencé assez tard, entre guillemets. Donc, tu as commencé junior, ça faisait pas longtemps que tu avais commencé. Eh ouais, c'est vrai. Mais ouais. J'étais peut-être pas le seul à avoir cette expérience-là et ce peu de pratique, on va dire, à ce moment-là. Tu parles de tri. Les gros résultats que tu as fait, c'est en cross triathlon. T'as fait aussi du tri classique sur route ou t'es resté tout le temps sur du cross? Non, je suis venu assez vite sur le Xterra, mais pendant très longtemps, j'en faisais quelques-uns sans vraiment me spécialiser. Parce qu'à côté de ça, le club de Saint-Étienne, la SMS Tri 42, tournait sur les circuits D3 au début, puis D2 à la fin. Et du coup, j'ai fait beaucoup de D2. J'ai gagné plusieurs D2. Et j'ai aussi essayé le longue distance, mais sans y prendre beaucoup de plaisir, on va dire. Ouais, j'allais dire, ça se sent dans la façon dont tu parles. On sent que là, t'as été beaucoup moins excité par la longue distance. Ah bah clairement, j'ai le choix entre faire une D2 ou un longue distance, j'hésite pas longtemps. Attends, mais c'est parce que t'es jeune, on en reparlera dans 10 ans. À mon avis, tu préféreras de la longue distance. Bah je sais pas, en vrai, c'est aussi, on va dire, un trait de caractère. J'aime quand c'est varié, quand ça change, j'aime bien faire la course et que ce soit en D2 avec une densité super élevée et on va dire un phénomène de groupe qui est super important, je m'y retrouve. En Xterra, avec les parcours, tu es obligé d'être toujours attentif. Et puis avec la densité qui arrive en Xterra, on commence à rouler un peu en pack aussi et c'est génial. Le long, je pense que je suis arrivé parfois assez bien préparé. Et je me souviens notamment du triathlon de l'Alpe d'Huez où j'ai dû passer 1 heure tout seul sur le vélo. Et je me disais, mais c'est quoi cette discipline? On est tout seul, on souffre tout seul, quoi. Ça, c'est clair, sur le long, t'es tout seul. Enfin, en tout cas, en vélo, en théorie, la règle, c'est que tu sois tout seul, en effet. Mais est-ce que tu souffres tout seul, mais tu souffres un peu moins, quand même. Ouais, tu finis toujours par souffrir en long. J'ai l'impression que si tu souffres pas, c'est que tu as été un peu trop prudent et que. Mais tu souffres. Non, alors attention, c'est pas la même chose. Tu souffres plus longtemps, mais tu souffres quand même moins. Ça fait au moment donné, ça fait quand même moins mal. Tu trouves pas? Franchement, à chaque fois, j'ai fini, mais dans des états. La course à pied, c'est long et ouais, 20 bornes, je trouve que ça tape. Et puis en plus, c'est sur du goudron souvent. J'ai vraiment fini avec des douleurs musculaires assez importantes. Alors peut-être que même si j'avais l'impression d'être bien préparé, je l'étais pas suffisamment. Mais ouais, ça fait presque aussi mal qu'un extra de finir un an, je trouve. Donc si c'est pour subir ça pendant 1 heure et quart en
En course à pied, merci, mais non merci. Bon, quand tu parles du long, on comprend que tu parles de Half Ironman. T'es pas encore monté sur l'Ironman. La distance au-dessus, ouais. Rappelle-nous un petit peu, pour ceux qui seraient pas familiers avec les distances sur Xterra, ça donne quoi? Bah, c'est les distances d'un M, donc 1,5 km dans l'eau. À vélo, c'est normalement 40, mais en réalité, ça varie entre 30 et 40 suivant les organisations. Et à pied, on est sur du 10 km. Ouais. Voilà, plus ou moins 10%, on va dire. Et le chrono est toujours du coup très aléatoire, hein, puisque le terrain va varier en fonction de la technicité, en fonction du dénivelé, pas mal de choses. De la technicité et de la météo, ça peut varier de 1h30 à presque 3h30 suivant les parcours. Donc on est quand même relativement proche des distances half des chronos half sur les plus longs, etc. Ouais. Et pourtant, c'est pas pareil. Et attends, parce que on compare un peu le cross triathlon et le triathlon sur route, on va dire. Je sais que il y a aussi un petit débat, c'est sur la partie course à pied, c'est le trail versus la course sur route. En général, les routards ne marchent jamais. Les trailers, eux, se disent des randonneurs et c'est pas rare qu'ils marchent, surtout quand il y a beaucoup de D+, voire beaucoup de D-. Est-ce qu'en cross triathlon, tu marches aussi ou là, non, de toute façon, on s'arrête jamais? Là, moi, j'évite de marcher au maximum. Hein. Si je marche, c'est pas bon signe. Mais ça t'arrive d'avoir je sais pas, j'imagine sur certains circuits, t'as des gros murs, une grosse côte, ça t'arrive jamais de marcher? Ça m'est arrivé sur 2 courses dans toute ma carrière. Et c'est parce que j'étais sec, mais sinon, même dans les gros murs, j'essaie de courir. Hein. Alors, je fais pas des pas d'1,50 m dans les murs, hein, mais par contre, j'essaie de trottiner. Et... Ouais, en fait, j'aime pas trop marcher avec les mains sur les cuisses. Je trouve ça casse un peu dans la dynamique. Et repartir après, je trouve ça super dur. Donc, je préfère trottiner, même si je vais un peu moins vite. Au moins, je reste dans ma dynamique de course à pied. Mais après, ça, c'est très personnel. Hein. Oui, parce qu'en fait, t'arrives à un moment où t'as beau courir, en fait, t'irais plus vite en marchant, quoi. Ah bah oui, des fois, t'es quasiment pulse max à 5 km/h et et tu pourrais aller plus vite en marchant. Ouais. Et du coup, là, se pose aussi la question de l'entraînement, parce que c'est vrai que quand on s'entraîne pour des triathlons sur route, qu'on prenne un peu de dénivelé ou pas, en général, on essaie quand même de trouver des parcours relativement plats. Sur du cross triathlon, tu fais comment pour trouver, t'organises comment ton entraînement? Est-ce que tu vas aussi chercher de la route? Est-ce que au contraire, tu vas chercher des terrains très techniques avec du D+, du D-? Comment t'organises tout ça? Ou plutôt comment ton entraîneur organise tout ça pour que ton entraînement soit cohérent avec telle ou telle compétition? Ouais, alors globalement, j'ai des entraînements qui sont vraiment spécifiques, etc. Cross triathlon, où là on va volontairement chercher du dénivelé, des terrains un petit peu accidentés, et voilà. Donc là c'est plutôt en nature sur du dénivelé. J'ai des séances qui sont un peu plus physiologiques, on va dire, où je dois tenir une certaine pulse ou une certaine allure, et dans ce cas-là, je vais plutôt dans un parc de Saint-Étienne pour être sur un terrain un peu plat et pas avoir trop de variations au niveau des intensités. J'ai quelques petites séances techniques, on va dire, avec toutes les gammes d'athlètes, ce genre de choses que je vais plutôt réaliser sur le plat. Et à côté de ça, j'ai les footings, et le footing par plaisir, en fait, je vais plutôt en nature, quitte à ce qu'il y ait un peu de dénivelé, c'est ce que j'aime, donc j'en profite. Ouais, donc ça aussi, ça te permet d'avoir finalement des entraînements qui soient assez variés et assez ludiques. Alors même si, à mon avis, il y en a certains où tu tapes dedans, tu arrives quand même à trouver un peu de plaisir et un peu de fun, même si ça monte, ça descend. Ne serait-ce que le fait de changer de paysage régulièrement, ça doit aider, non? Ah bah ouais, carrément. Et puis moi, la montée, la descente, ça me fait bien marrer. Hein. Enfin, j'ai un terrain de jeu excellent pour ça dans le Pilat, et là, il y a 10 jours, j'ai fait une séance où je devais chercher les pentes les plus raides. J'ai adoré. Hein. Enfin, j'étais comme un petit fou tout seul à courir à travers bois là. J'étais trop content. Est-ce que tes ischios et tes fessiers ont adoré aussi? Et à force de faire ça, ils sont quand même renforcés plus spécifiquement pour ça que pour faire un semi sur du bitume, donc ça va. Mais c'est vrai que t'as un côté, il y a rien à faire, hein, t'as quand même un côté plus fun dès que t'es plus sur la route, quoi. Dès que t'es sur des petits chemins de montagne et tout, t'as un côté un peu technique. Enfin, moi je trouve que tu te marres quand même plus que quand t'es juste en train de pousser des watts sur du goudron, quoi.
Bah ouais, déjà, tu es loin des voitures et tu arrives souvent à voir, il y a pas mal de chevreuils en ce moment. Tu vois des paysages, c'est incroyable. Enfin, ouais, tu es tranquille, tu es dans la forêt. Ça fait un bien incroyable de faire un footing en nature, je trouve. Bon, moi, j'ai fait 1400 bornes de footing sur du bitume et j'ai trouvé ça sympa aussi, mais c'était dans un autre contexte, forcément. Ouais, après, il y a des challenges, je pense que tu as fait. Et puis, ouais, tu te fixes des objectifs, des étapes. Je comprends que tu trouves du plaisir. Mais après, si tu as le choix entre 10 km de footing le long de l'autoroute et 10 km en nature, je pense que toi aussi, tu préfères. Ah ouais, non mais clairement. C'est comme s'entraîner en intérieur sur un tapis ou sur un home trainer. J'ai quand même beaucoup plus de mal que de sortir les baskets et même aller chercher du bitume, t'es quand même mieux que sur un tapis, je trouve. Ah, Ouais, bah, ou on est c'est d'accord. comme quand tu dois choisir entre aller nager en piscine ou monter sur ton vélo, quoi. Ouais. Non, ça c'est pour toi, Oli. Bah, c'est vrai quand même. Hein. Enfin, une petite séance de VTT ou pas une le seul. séance. Après, il y a des séances maths qui sont cool parce que justement, le contenu est varié. Il y a des petits challenges parce que tu te demandes si tu vas réussir à battre les temps, parce que tu sais que tu vas avec un pote et que tu vas pouvoir balancer 2-3 conneries pendant la récup. Donc, tu arrives quand même à te motiver, mais il y a des trucs où de toute façon, ça peut être que bien. Voilà, une sortie VTT, ça peut être que bien, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait froid, même si t'as pas d'exercice, même si voilà, c'est du VTT, c'est cool. Bon, forcément, alors toi, en tant que sportif de niveau, de toute façon, t'as pas le choix. Tu suis le plan du coach. Comment tu fais justement pour aller te motiver pour faire que... Alors, je mets les guillemets, hein, forcément en audio on voit pas, mais là je décris. Comment tu fais pour te motiver pour faire que 20 bornes par semaine en moyenne? Ouais, bah, j'ai pas forcément envie d'en faire plus, hein. Quand tu fais, ouais, tu peux faire des 20 bornes qui sont relativement dures. Et en fait, il y a aussi le truc, Christophe, ça fait, je sais pas, 10, 11, 12 ans qu'il m'entraîne. J'ai vraiment confiance en ce qu'il me fait, en ce qu'il me propose. Et je me pose même pas la question. Enfin, pour moi, faire plus, ce serait comme ne pas faire sa séance. C'est pas le programme et du coup, je fais le programme, quoi. Et du coup, on parle un petit peu des entraînements là, et notamment du plan ou du volume. Toi, tu disais que tu as une confiance aveugle dans ton coach. Tu suis tout à la lettre. T'en rates jamais un ou ça t'arrive d'en rater? Et ben en fait, j'en rate jamais un parce que j'ai la chance dans ma vie de pouvoir m'organiser autour de mes entraînements. Quand j'étais au lycée, que j'avais des contraintes, des trucs comme ça m'arrivait de rater des entraînements parce que tu as des impondérables, tu as le choix entre aller en maths et aller à vélo, ben, tu es quand même un peu obligé d'aller en cours. Là, maintenant, ma vie, c'est quand même l'inverse. J'adapte mes contraintes autour au triathlon, donc ça m'arrive pas de rater des séances. Je suis le programme et j'avoue que quand j'ai le choix, il fait beaucoup de fourchettes, Christophe. Donc, quand j'ai 1 heure à 1 heure et quart de footing, ben, j'essaie plutôt de faire 1 heure et quart. Mais voilà, je m'en tiens à ça quand même. Mince, tu viens de me tuer ma deuxième question, parce que si tu m'avais dit ça m'est déjà arrivé d'en rater un ou deux, je t'aurais demandé du coup ça fait quoi? Enfin, comment tu gères? Tu nous parlais de prépa mentale tout à l'heure. Est-ce que tu gères grâce un petit peu à, enfin je sais pas, tu arrives t'arrives à l'accepter ou au contraire tu rumines pendant 2 jours et du coup ça va te pourrir un peu la séance d'après? Ben non, non, je passe relativement à autre chose. Je suis pas trop du genre à ruminer. Et puis de toute façon, enfin, s'il y a vraiment un impondérable, genre quand il y avait les grèves de la piscine est fermée, elle est fermée, quoi. Tu vas pas aller nager dans ta baignoire ou voilà. Donc t'essayes de remettre la séance le lendemain si tu peux. Et si tu peux pas, ben je dis à Christophe que j'ai pas pu et c'est lui qui gère ce genre de truc. Mais moi, je vais pas me morfondre à me dire ah il te manque une natte, nanana, c'est dramatique. Donc on comprend qu'il y a quand même une certaine complicité, une certaine connivence entre ton coach et toi. Vous communiquez beaucoup et vous communiquez comment? Comment est-ce que le coach parle à l'athlète ou comment l'athlète parle au coach? C'est des messages, c'est en visio, c'est au téléphone et c'est quoi votre fréquence en fait? Enfin ce que je veux dire par là, je reformule. Est-ce que toi t'es un athlète qui a besoin d'échanger beaucoup avec son coach ou est-ce que ton coach est quelqu'un qui a besoin d'échanger beaucoup avec son athlète ou au contraire vous connaissez tellement bien que finalement ça roule tout seul? Non, il n'y a pas, en termes de quantité, il n'y a pas non plus tant d'échanges que ça, parce que on fonctionne avec un fichier Excel qu'on s'envoie par mail. Donc, au moins 1 fois par semaine, je lui envoie un petit mail et il me répond 1 ou 2 jours après. Sur le fichier, je lui mets tous les commentaires des séances qui sont nécessaires. Lui, dans la séance enfin, dans la semaine qui me renvoie pour la semaine suivante,
Il m'explique aussi ce qu'il attend de moi. Et en dehors de ça, il n'y a pas non plus énormément de communication. J'ai toujours mon petit SMS d'encouragement le matin d'une course. Il habite pas non plus, enfin il habite à 10 bornes de chez moi, donc c'est assez fréquent qu'on aille faire un petit tour de vélo ensemble. Alors un peu moins en ce moment. Je vais un peu nager chez lui aussi de temps en temps, et ça permet de le croiser, d'échanger 2-3 mots. Mais en règle générale, j'ai pas non plus beaucoup d'échanges avec lui. Par contre, je sais que le jour où j'ai besoin de l'appeler ou de le voir, il est relativement dispo pour moi. Et donc, je peux passer chez lui ou l'appeler. Tu parlais notamment de crise environnementale et de conviction. Tu as parlé aussi de courses à Taïwan, par exemple, au bout du monde, etc. Et tu disais, voilà, j'essaye de me positionner au mieux selon toute une série de critères, finalement, pour pouvoir gagner ma vie avec le sport, tout en prenant en compte aussi pas mal d'autres choses qui étaient liées justement à des convictions plus personnelles. Comment tu te situes par rapport à tout ça et qu'est-ce que tu mets en place, toi? Bah, c'est compliqué parce que en tant que pratiquant de Xterra, ça reste un sport nature et du coup, je suis un peu aux premières loges et alors je dirais pas principaux intéressés parce que au final, on les tous à fond, mais un des principaux, on va dire, témoins d'une dégradation éventuelle. Donc voilà, et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment il y a une dissonance entre le fait de pratiquer cette discipline nature et le fait de faire 11 heures d'avion pour aller à Taïwan pour faire une course. Et en même temps, c'est cette course qui me permet de gagner ma vie et du coup de continuer à vivre de ça. Donc c'est un sacré bordel, hein. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais c'est compliqué. Et je pense à Xavier Thévenard là qui me disait qu'il avait arrêté de prendre l'avion, et moi j'adorerais faire ça, mais pour moi, si j'arrête de prendre l'avion, ça veut dire probablement arrêter de vivre du triathlon et d'être cross triathlète professionnel, parce que si en ne prenant que la voiture, j'arrive pas à me sortir de quoi payer mon loyer pour vivre. Donc faut faire un choix, et du coup ce que je fais, c'est que j'essaye quand même de me positionner en tant, on va dire que pas exemple, mais j'essaye pour toutes les petites choses que je peux faire de les faire bien. Notamment là, je suis en partenariat avec un organisme qui s'appelle Près de chez vous, qui démocratise un peu les circuits courts, parce que ça me paraît indispensable. Ça joue sur 2 fronts à la fois: mieux manger et éviter une production de carbone trop importante, et de favoriser les grosses industries, tout ça. Donc voilà, c'est par beaucoup de petites choses comme ça que j'essaie de passer pour essayer de rester cohérent. Mais malgré tout, je prends l'avion quand même, et voilà. C'est un sacré conflit intérieur, on va dire. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre en effet. Et on en avait parlé pas mal avec Xavier Thévenard justement sur le podcast il y a quelques mois. D'après toi, c'est quoi les solutions possibles dans le triathlon, enfin voilà, le monde du sport, hein, peut-être au sens large, pour éviter ce genre de choses? Ouais, vaste question. C'est très compliqué de te répondre. Peut-être que simplement la réponse, c'est que vivre du sport de haut niveau, c'est un peu un non-sens. Mais peut-être qu'on peut trouver des solutions pour limiter l'impact des déplacements des sportifs de haut niveau, pour préserver un peu plus l'environnement. Je n'ai pas de réponse honnêtement à t'apporter, malheureusement. Pourquoi tu dis que c'est un non-sens, ou gagner sa vie en tant que sportif de haut niveau, tu dis que c'est un non-sens? Si ça implique de faire des déplacements aux 4 coins du globe en avion, ça peut être un non-sens. Après, est-ce qu'on trouve une alternative à ça? Est-ce qu'on peut être sportif de haut niveau en restant dans son département, en restant
dans les frontières de son pays, je sais pas. J'imagine que ça dépend des disciplines. Voilà. Après, en tout cas, il y a des sportifs qui sont plus exemplaires que d'autres et quand je vois que ça fait rigoler l'équipe de France de foot de se déplacer en train, bah c'est malheureux, mais certainement qu'il y a une bonne partie de la réponse qui passerait par là. Mais ça devient très politique comme question, hein. Peut-être que c'est les instances qui nous gouvernent qui devraient prendre des décisions pour simplement qu'on n'ait plus le choix. Et si le train devient obligatoire, et ben la question se pose plus, quoi. Après, comme tu dis, je pense que ça dépend aussi des disciplines. Si on prend l'exemple du trail, et pour revenir à Xavier Thévenard, il y a des disciplines où c'est presque, attention, je mets des gros guillemets, hein, mais presque plus facile quand tu es français et que tu veux vivre de ton sport. Si on prend l'exemple du trail, bah, mine de rien, l'UTMB, c'est en France. Les gros trails, grossièrement, c'est aux États-Unis ou en France ou à la frontière franco-italienne ou franco-suisse. Donc, entre guillemets, encore une fois, c'est peut-être un peu plus facile d'être sportif de niveau quand t'es trailer, et en l'occurrence ultra trailer, que quand t'es cross triathlète ou triathlète, et que bah, finalement, si tu veux vivre de ton sport, si t'es triathlète sur distance Ironman, bah, une année tu feras à Nice et puis une année tu feras à Hawaï. Et ne serait-ce que là, ton bilan carbone, oui, il explose, mais ça fait partie aussi de ton métier. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord avec ton analyse. Ouais, mais il y a des choses, justement, hein, le fait de mettre de faire les championnats du monde à Nice. Alors, bon, ok, pour les Américains, ça fait ça fait des trajets un peu plus longs, mais je veux dire, dans l'absolu, je crois qu'il y a quand même une concentration de triathlètes autour de Nice qui est plus importante qu'autour de Hawaï. Hawaï, c'est quand même une île au milieu du Pacifique. Oui, par définition, une île perdue au milieu du Pacifique, c'est moins un point de grosse population que l'Europe ou les États-Unis. Mais tu vois, mais pareil, hein, encore une fois, enfin après, on va se mettre. Faudrait pas qu'on se mette les organisateurs de course à dos, mais tu vois, c'est clair que faire des trucs dans des endroits parfois un peu plus exotiques, parce que je sais pas, ça vend un peu du rêve plus que de faire ça au coin de la rue. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut remettre en question, quoi. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais c'est compliqué. Comment on peut en vouloir à un organisateur d'essayer d'attirer des triathlètes ou des sportifs du monde entier quand tu as des multinationales qui ont un bilan carbone infiniment plus désastreux, un impact sur la santé infiniment plus désastreux, enfin, qui par quasiment tout ce qu'ils font ont un impact bien pire qu'une organisation, même si elle fait venir des gens du quatre coins du globe, c'est difficile. Tu disais que toi, en tant que pratiquant de sport nature, tu étais témoin des dégradations. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi? C'est au niveau du climat, au niveau de la végétation, au niveau de ton terrain de jeu? Ben, pour l'instant, c'est principalement les durées d'enneigement en hiver, on va dire. Après, il y a certaines zones qui sont un peu de plus en plus sales. Enfin, on arrive à trouver des déchets, des paquets de clopes, des mégots au beau milieu de la forêt et ça rend fou. Mais ouais, principalement, c'est que il y a des périodes où tu pars rouler, il fait grand beau, une heure après, tu te prends la grêle, une heure après, il fait encore grand beau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans mon enfance. Enfin, soit il faisait beau toute la journée, soit il faisait mauvais toute la journée, mais le temps changeait pas comme ça en une demi-heure. Ah, moi, je l'ai vécu au championnat de France longue distance de Belfort en 2009. Hein. C'était comme ça. C'était comme ça. Mais bon, après, t'avais des épisodes comme ça. D'Hermano qui sort qui ressort à tous les épisodes presque. Pour continuer sur ce sujet-là, toi, justement, à ton niveau, alors on l'a bien compris, hein, choisir tes courses, c'est un peu difficile parce que c'est aussi ton gagne-pain. Mais à ton niveau, en termes de pratiquant, comment est-ce que tu agis? Qu'est-ce que tu essayes de faire au quotidien pour essayer de dégrader le moins possible ou pour faire ta part? Eh ben, ça passe par pas mal de petits trucs, mais tous les trucs, on va dire, qui devraient être obligatoires, comme le tri sélectif et tout, ça passe par là. Après, moi, j'ai pas de voiture, donc je me déplace uniquement à vélo dans Saint-Étienne. J'essaye aussi beaucoup de limiter ma consommation de viande et puis de limiter d'une manière générale mes trajets. Donc, ouais, ça peut paraître des petites choses, mais je pense que à mon échelle, c'est
parmi les choses qui ont le plus gros impact de ce que je peux faire. Après, c'est la théorie du colibri, hein. Quand tu le fais tout seul, effectivement, tu peux penser que c'est insignifiant, mais si on s'y met tous, ça aura un impact significatif. Et ouais, c'est sûr. Tiens Arthur, et on enregistre avec toi à distance. On voit que t'es en extérieur. C'est vrai qu'on t'a pas posé la question, mais je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on enregistre un épisode avec quelqu'un en extérieur. On entendra peut-être des petits bruits d'oiseaux ou quoi. Voilà, on verra. T'es où en fait? Parce qu'il y a un remont de pente derrière toi, un télésiège, je crois. Tu t'entraînes en montagne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, cette année, j'ai décidé d'essayer de mettre en place un petit stage en altitude. J'ai une période dans mon calendrier qui s'y prête. Là, j'ai quasiment 4 semaines où j'ai pas de compétition. Donc là, actuellement, je suis à Orsières-Merlette, dans le parc des Écrins, à 1850 mètres d'altitude. Sympa. Tu disais, cette année, tu as décidé de le faire. C'est la première fois que tu mets en place des stages en altitude ou d'habitude, c'est beaucoup moins long? Alors, je suis déjà venu en altitude, notamment ici quelques fois, mais jamais sur des durées qui permettaient une réelle acclimatation. C'est-à-dire qu'en fait, on venait chercher des bonnes conditions d'entraînement parce qu'ici, il y a une piscine qui est accessible, il y a des beaux terrains de jeu à vélo, on n'est pas trop mal pour courir aussi. Donc en fait, on venait surtout chercher un moyen de casser la routine et de changer un peu de terrain d'entraînement. Mais on n'a jamais réellement fait de protocole d'acclimatation sur une durée suffisante. Et ça ressemble à quoi un protocole d'acclimatation et puis peut-être la question, le corollaire à ça, c'est t'en attends quoi de ce stage longue durée en altitude? Alors, protocole d'acclimatation, il consiste avant tout à faire confiance au programme de Christophe. Mais ça veut dire pas trop bourriner les premiers jours et essayer de bien boire, bien manger, bien dormir pour récupérer du petit stress supplémentaire que procure la haute altitude, on va dire. T'en attends quoi finalement de ce stage? Eh ben, j'en attends de voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, c'est vraiment une expérimentation. J'ai une deuxième partie de saison là qui va arriver avec des enchaînements assez intenses parce que j'ai 4 courses qui vont s'enchaîner en 8 jours avec 2 Xterra full distance et 2 short track en République tchèque et en Allemagne. Donc voilà, j'espère arriver en fait suffisamment entraîné pour pouvoir être en mesure de bien récupérer entre chacune de ces courses. Et parce que ouais, sur ce genre d'enchaînement, la récupération a un impact colossal sur les performances. Donc voilà, c'est principalement ça que j'en attends. Et après, de voir comment mon corps réagit, parce que comme pour tout en entraînement, tous les athlètes ne sont pas forcément répondants à l'altitude, pas dans les mêmes proportions. Voilà, donc parfois il faut faire un peu des tests, hein. Si ça se trouve, ça va être un fiasco total et au moins je serai fixé. Je sais que l'altitude, c'est pas pour moi et qu'il vaut mieux que je reste à Saint-Étienne pour m'entraîner dans des bonnes conditions. Si ça se trouve, ça va être miraculeux. Alors faut pas non plus s'attendre à une augmentation de 50% du VO2 max, hein, mais ça se trouve, je vais être bien répondant et dans ce cas-là, je saurai que pour préparer des gros objectifs, ça peut être intéressant de monter en altitude. Et du coup, vous avez prévu de redescendre combien de temps avant les compétitions? 15 jours avant. Je redescends le 31 juillet pour une course le 14 août. Ouais, donc normalement pour ta course du 14, tu dois être bien. Après, celle qui est 8 jours après, tu seras peut-être sur l'hypercompensation de la course du 14, mais peut-être plus sur les effets de l'altitude. Mais ouais, on verra bien. Après, ouais, dans tous les cas, ça reste de la théorie, donc à un moment, il faut tester, voir comment ça se passe. Tiens, quand tu fais un stage en altitude comme ça pendant 4 semaines, est-ce que pour toi c'est juste normal, c'est ton boulot et voilà, ou t'as l'impression que c'est un peu comme des vacances? Alors pour l'instant, ça fait 2 jours que je suis là, c'est les vacances. Parce que du coup, on s'entraîne quand même pas énormément. T'es sur l'acclimatation là, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Là, on a le temps de lire, on a le temps de cuisiner, on a le temps de faire des petits jeux, donc c'est cool. Après, j'ai jamais fait de stage de 4 semaines. J'avais déjà fait 3 semaines et j'étais sorti vraiment fatigué. 2 semaines, je le fais régulièrement et en général 2 semaines, il y a 12 jours de vacances et 3 jours
où t'es un peu rincé, voilà, parce que c'est la fin, t'as envie de rentrer, t'as envie de voir ta copine, t'as envie de revoir les somptueux paysages de Saint-Étienne. Mais après, j'imagine aussi que 4 semaines ne se gèrent pas de la même manière que 2 semaines. Donc, j'espère ne pas être au bout de 15 jours dans le même état que je suis au bout de 15 jours de stage quand c'est la fin. Mais voilà, c'est pas encore arrivé. Donc, si vous voulez, on se rappelle dans un mois et on fait un topo. Mais... Ouais, je pense que ça va dépendre aussi de la charge que vous allez mettre. Parce que peut-être que tu mets pas la même charge, même si tu es en altitude, quand tu as un stage de 15 jours que quand tu as un stage de 4 semaines. Ouais, complètement. Parce que pour moi, quand je pars faire un stage, enfin, tu vois, pour moi, clairement, c'est les vacances. Hein, mais bon, parce que je travaille différemment, je suis pas. J'ai pas la chance de faire du sport, de pas gagner ma vie en faisant du sport, malheureusement. Donc voilà. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est des vacances, c'est un moment où je me dis, waouh, trop bien, j'adore ça, tu vois. Mais est-ce que quand t'es athlète pro, il y a un moment où tu te dis, ah bah merde, je vais devoir aller faire un stage, je vais devoir aller m'entraîner toute la journée, être sur mon vélo, machin, ça me saoule. Ah, mais le jour où je pense ça, mais j'arrête le triathlon direct. Non, heureusement, franchement, je prends un plaisir fou à... Non, mais si ça peut te rassurer, il y a beaucoup de gens qui bossent et qui ont des métiers tout à fait normaux, qui se disent ça toutes les semaines, hein, et qui continuent de bosser là-dedans. Hein. Ouais, mais alors ça... Pendant des années, hein. Ça serait une angoisse pour moi. Hein. Ben ouais. Après, en vrai, je me mets aussi à leur place. C'est parfois super compliqué de devoir changer de boulot. Enfin, je sais pas, mais si tu as un crédit à rembourser, que tu as un boulot, accepter de partir, enfin, je conçois que ce soit hyper inconfortable. Moi, heureusement, j'en suis pas là du tout. J'ai fait des choix qui font que, a priori, je devrais pas trop me poser la question dans les années qui arrivent. Mais non, je prends énormément de plaisir à m'entraîner, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Franchement, j'adore m'entraîner. Quand je suis ailleurs, en général, on est toujours un bon petit groupe et du coup, ça rajoute aussi pas mal de plaisir de s'entraîner avec les potes. Donc, ouais, non, je vous souhaite d'avoir ma vie. Hein. J'en déduis que toi, la reconversion, tu y as pas encore pensé à 28 ans. Pour l'instant, tu continues à prendre la vie par les deux bouts. Eh ben, détrompe-toi. Non, si, quand même, j'y pense parce que ça reste, ça peut aussi être, comment dire, quelque chose de pas volontaire du tout. T'as vite fait de tout casser, etc. Et bon, on va éviter d'en arriver là, mais j'ai quand même pas mal de petites cordes à mon arc qui font que j'ai une certaine sérénité si je devais me reconvertir du jour au lendemain. J'ai quand même pas mal de portes de sortie, alors toujours un peu dans le domaine du sport, mais Tu vas faire quoi voilà. Eh ben déjà il y a le coaching où je pourrais accepter plus d'athlètes et entraîner un peu plus de monde. Ensuite les petites vacations que je fais au stade de Saint-Étienne, je pourrais prendre beaucoup plus d'heures et voir un peu plus de groupes, voir peut-être même des nouvelles matières. Après il y a le côté organisation où je pourrais essayer de développer un petit peu parce que ça me plaît vachement et qu'en plus je pense que c'est vraiment comment dire, quelque chose de souhaitable d'inciter les gens à faire du sport et à bouger. Alors que ce soit en triathlon ou n'importe quel autre sport, peut-être plus les sports nature parce que c'est vraiment avec ça que j'ai une affinité. Mais il y a ça. Et puis ouais, avec des potes là, on est en train de monter un projet qui s'appelle Mouvement Théorie justement pour essayer d'inciter les gens à faire du sport, à bouger, à comprendre leur corps, tout ça. Et il y a aussi un volet qui est assez important dans ce projet qui reste éducatif. Alors, je peux pas dire qu'on se positionne comme une alternative à l'école parce qu'on va pas toucher à toutes les matières. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'offrir dans quelques années aux jeunes qui veulent s'investir dans le sport ou découvrir un peu leur corps, tout ça, un environnement assez bienveillant où on va les accompagner dans la découverte des disciplines sportives et de tous ces petits trucs. Tu disais tout à l'heure que parfois t'as des petits groupes de copains avec qui tu vas t'entraîner. Pour toi, tes entraînements, c'est plutôt solo, c'est plutôt en groupe. Est-ce que l'émulation de groupe, ça aide énormément ou c'est quelque chose que tu prends comme ça vient, encore une fois? Alors,
En fait, j'ai envie de répondre oui à toutes tes questions. Quand je peux m'entraîner en groupe, je m'entraîne en groupe. Je fais un petit récap alors. Quand je peux m'entraîner en groupe, je m'entraîne en groupe parce que je trouve ça sympa et puis voilà. Il y a pas mal de moments où je suis content de m'entraîner tout seul parce que bah ça me permet d'être un peu perdu dans mes pensées et j'aime bien, ça me permet de réfléchir à plein de trucs, ça me permet de gérer mes itinéraires, ça me permet de gérer mes intensités, mes allures, tout ça. Et du coup, ben j'apprécie. En général, je vois pas trop le temps passer. Ouais, j'ai aucun problème à être tout seul, je m'ennuie pas trop. Pour les séances dures, quand tu peux bénéficier d'un petit groupe qui va te tirer un peu vers le haut, c'est cool. Surtout que dans le groupe de Nutriman là avec Christophe, on a quand même des vrais costauds. Donc que ce soit dans l'eau, à vélo ou à pied, on peut trouver des gars qui nous font bien mal au canne pour pas être grossier. Et donc voilà, donc je prends un peu comme ça vient. Si j'ai un pote qui me dit qu'il est à Saint-Étienne et qu'il a un footing à faire, et ben on ira courir ensemble et puis voilà. Non, mais c'est cool, ça, tu vois, ça colle bien avec l'esprit sportif nature. C'est nature, oui, mais pas uniquement solo, quoi. Vraiment profiter de l'environnement, que ce soit l'environnement naturel ou que ce soit l'environnement avec les copines et les copains d'entraînement, quoi. Ouais, carrément. D'ailleurs, je m'entraîne pas mal avec ma chérie qui a fait son premier Xterra il y a pas longtemps et du coup, c'est souvent qu'elle m'accompagne. Soit je suis à pied et elle est à vélo, soit elle est à pied aussi, soit on va rouler tous les deux. Ça permet de partager un peu aussi et c'est assez sympa. Tiens, et en parlant de ça, il y a ton frère aussi qui fait les triathlons. Exact. Et raconte-nous un petit peu. Raconte-nous un petit peu du coup, c'est quoi d'où c'est venu, c'est qui a copié qui, c'est qui le meilleur déjà? Ben pour l'instant c'est plutôt lui, hein, ça me fait chier de l'avouer, mais ouais, il est champion du monde en titre et champion d'Europe en titre, donc il est vraiment costaud, Félix. Et il est venu au triathlon un petit peu après moi. Mais là, il trace vraiment son propre chemin et voilà, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien de remporter ses titres. Et je suis curieux de voir jusqu'où il va aller. Et c'est cool de voir ça d'un œil à la fois intérieur et extérieur. C'est beau, je trouve. Et c'est toi qui l'as mis au triathlon ou il a voulu imiter le grand frère ou comment ça s'est passé? Bah, c'est pas une question d'imitation, c'est qu'en fait, Félix, il est énervant, il est doué en tout. En fait, il a fait plein de sports quand il était jeune et bah dès qu'il passait d'un sport à l'autre, et ben le sport qu'il quittait, les entraîneurs ils étaient dégoûtés, ils voyaient en lui un futur champion et quand il est parti du hand, les entraîneurs de hand étaient dégoûtés, quand il est parti du judo, les entraîneurs du judo étaient dégoûtés. Et c'est moi qui lui dis mais attends, avec tes capacités, c'est le triathlon, il y a moyen que tu sois bon et du coup bah effectivement, il y avait moyen qu'il soit bon, ouais. C'est marrant ce que tu racontes parce que ça me fait vraiment beaucoup penser à mon premier fils qui est né 3 jours après ton frère. Donc ils ont sensiblement le même âge, sauf que mon fils, lui, le triathlon, il a arrêté à 13 ans. Mais à chaque fois qu'il touchait un sport, il était vraiment super bon et tous les entraîneurs voulaient le garder. Donc voilà, il y en a qui persévèrent et qui deviennent champions d'Europe, champions du monde. Et puis il y en a qui profitent de la vie et qui font autre chose. Ouais. Ouais, ben Félix, on va voir. Hein. Peut-être que dans 3 ans, il fait de la boxe et peut-être qu'il va finir reçoit à la perche. Hein. On n'en sait rien, on verra. Et du coup, c'est un état d'esprit qui, enfin, tu vois, aller au bout au bout de ses envies, au bout de soi-même, avoir cet esprit compétitif, c'est quelque chose qui vous vient de votre famille ou au contraire, vous êtes construit vous-même? Alors ça, pour le coup, je pourrais pas te répondre pour Félix parce que la réponse lui appartient et en plus j'en ai jamais discuté avec lui sous cet angle-là, donc je sais pas. Ouais, je pense que pour ma part, ça vient quand même pas mal de mon père, notamment, qui nous a toujours poussé à faire les choses bien et voilà, je sentais quand j'étais jeune que qu'il attendait de moi, pardon, que quand je fasse quelque chose, je le fasse à fond. Et du coup, c'est sûrement un peu resté. Bon, bah tiens, je viens de prendre ça sur la tête parce que du coup, je te disais que mon fils, lui, n'avait pas persévéré. Donc, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Peut-être que pour ton fils, c'est complètement différent. Enfin, s'il est parti ailleurs, il avait peut-être juste envie de faire autre chose
Et voilà, moi, il y a plein d'exemples de trucs dans lesquels j'ai pas persévéré parce que ça me plaisait pas. Je persévère dans le triathlon aussi parce que j'aime bien. Comment tu progresses, Arthur, justement? Eh ben, je progresse encore régulièrement, on va dire. Hein. Je sais pas trop ce que t'attends de moi comme réponse, mais Tous les secrets dont tu voulais pas nous parler, dont on a parlé un petit peu au début. Non, mais, non, mais plus sérieusement, qu'est-ce qui fait que tu arrives à progresser, que tu es toujours l'envie, que tu es toujours la niaque? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà analysé, notamment avec ton prépa mental, avec ta prépa mentale? eh ben, en fait, la progression pour moi, c'est un moteur. Donc, tant que je progresse, ça valide le fait que tout ce que je fais, je le fais pas pour rien. Ça me permet de créer de nouvelles attentes, on va dire, à des niveaux un peu supérieurs. Et du coup, c'est vraiment un cercle vertueux, on va dire, où plus tu progresses, plus tu as envie de progresser, plus tu t'investis, plus tu as envie de t'investir, et ainsi de suite. Ce qui expliquerait que finalement, t'es pas non plus forcément persévéré sur longue distance parce que tu progressais, enfin, tu performais pas tant que à la hauteur de ce que tu mettais dans l'entraînement et du coup, t'es resté sur du court ou t'es resté sur autre chose? Le longue distance, c'est vraiment que j'ai pas accroché avec l'effort. Parce qu'en soi, j'étais pas non plus dégueu, mais même quand je fais un top 10 à l'Alpe, j'ai pas pris de plaisir, quoi. Je me suis beaucoup plus ennuyé que j'ai pris de plaisir. Attends, moi j'aurais quand même rebondir sur un truc parce que on parlait justement là, de ton frère. Ça se passe comment entre vous? Enfin, est-ce que vous vous entraînez énormément ensemble et en fait, vous faites tout ensemble ou bien au contraire, pas du tout moi, j'imagine en course d'office, ça reste ton frère, t'es content pour lui s'il gagne, t'as envie qu'il fasse les choses bien. Mais après, voilà, vous êtes, j'imagine qu'il y a un minimum de compétition aussi. Dans ces moments-là, ça se passe comment? Ouais, alors on s'entraîne assez peu ensemble parce que lui, il est pas trop sur synthé, il est de moins en moins sur synthé. Et en plus, il change de coach là, il arrête avec Christophe pour essayer avec Julien Pousson. Et du coup, on se voit assez peu aux entraînements. Et par contre, en course, il y a bien sûr de la rivalité parce que lui, pour que je lui passe devant, il faut qu'il crève ou qu'il soit vraiment moins fort. Mais par contre, il y a quand même une bienveillance. Mais la bienveillance, elle est un peu générale dans Xterra. Enfin, il y a personne il y a pas de comportement antisportif et tout. Mais avec Félix, c'est quand même un peu plus exacerbé. Enfin, quand il gagne, je suis vraiment content et je pense que quand je gagne, il est aussi vraiment content pour moi. Donc voilà, c'est assez complexe. De la bienveillance, un peu de fraternité, mais quand même, si je peux te déglinguer, je te déglingue. Mais parce que tu dis, allez, il y a toujours de la bienveillance, on est d'accord, mais enfin, n'empêche qu'il y a des moments quand même, t'es dans la course, tu sais, avec l'adrénaline et tout, tu peux arriver, alors pas à détester le mec qui est devant toi, mais pas loin, tu vois, il y a des moments où voilà, c'est un combat, quoi, tu vois, donc tu vas pas forcément l'externaliser, mais même si au final ça restera bienveillant, mais il y a quand même des moments où quand t'es dans l'action, t'as un truc comme ça où, enfin, tu vois, c'est qui peut-être s'écarte un petit peu la bienveillance. Enfin, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Alors, il y a de la rivalité, mais pour moi, ça reste quand même bienveillant. Enfin, l'autre, t'as envie qu'il saute de ta route, t'as envie qu'il finisse par sauter à pied. D'accord. Mais mais est-ce que ça c'est bienveillant du coup, tu vois? ben, à partir du moment où ça reste fair play et tu lui veux pas du mal, tu veux juste lui mettre 10 minutes au gars. Ouais, mais Ouais, enfin, pour moi, tant que ça reste dans le respect et dans les règles du jeu, il y a aucun problème. Et c'est normal, on ferait pas de compétition si on voulait pas gagner. Mais c'est pas de la malveillance de vouloir arriver premier ou de vouloir aller plus vite que l'autre pour moi. Enfin, ça marche. Tiens, je me demandais, toi qui habites à Saint-Étienne, la Saint-Élion, c'est une course que t'as déjà faite ou pas? non, jamais. En fait, je fais très peu d'autres courses que des triathlons et cross-triathlons. Donc, De toute façon, si c'est trop long, ça te fait chier. Eh ben ouais, c'est ça. Et puis bon, la Saint-Élion, c'est sympa, mais bon, courir 60 bornes de nuit dans la neige, Ça l'est moins. à la limite, je dors. À la limite, dans la neige, on fait de la luge ou du ski. Mais ouais, non, c'est quelque chose qui est, pour parler plus sérieusement, c'est quelque chose qui rentrerait vraiment en conflit avec les entraînements que j'essaie de mettre en place. Et du coup,
je m'autorise pas à faire des courses de ce genre pour l'instant. Des trucs débiles, tu voulais dire? Débile, chacun met le mot qu'il veut. Moi, je peux pas dire que c'est débile parce que quand même, ça part de Saint-Étienne. Alors, en fait, c'est une question de mindset, je pense. C'est juste que il faut que tu te dises que cette petite course de 60 bornes qui part de Saint-Étienne et qui va jusqu'à Lyon, c'est finalement la partie course à pied rallongée du dernier Xterra que t'as fait. Non, ça marche pas comme excuse. Ouais, vu comme ça. Mais bon, quitte à courir 60 bornes, autant arriver à Saint-Étienne, quoi. Jusqu'au bout, il va pas lâcher. Il y a une course qui s'appelle Saint-Étienne, Lyon-Saint-Étienne aussi, tu savais ça? Non, c'est l'inverse. C'est Lyon-Saint-Élion. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah bah, autant pour moi alors. Bon, les gars. Effectivement, ça marche pas du coup. Aucun intérêt. C'est raté. Coup dans l'eau. Bon, bah tant pis. Arthur, pour terminer l'épisode, on a aussi une tradition, c'est qu'on demande toujours à notre invité comment est-ce qu'on peut devenir triathlète. Alors, tu as le droit de répondre aussi à la question comment est-ce qu'on devient cross-triathlète. Je pense que ça passe par le fait de construire une progression sur du long terme. Et du coup, le long terme, ça veut dire respect du corps humain. Donc là-dedans, il y a la progression, ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner, il va falloir peut-être aussi se dire que le corps humain a des limites un peu plus hautes que ce qu'on a l'habitude d'y voir et qu'on est capable de résister et d'aller lutter contre le froid de manière bien plus importante, contre le chaud de manière bien plus importante, qu'on est capable de récupérer vachement mieux. Donc il y a tout ça. Et après, pour tout ce qui est respect du corps humain et tout, ça passe beaucoup par le respect des rythmes, la capacité de s'écouter. C'est tout con, hein, mais si on dort quand on a sommeil, qu'on mange quand on a faim, tout ça, c'est déjà la base. Peut-être qu'on peut aussi essayer de cuisiner un peu plus, d'explorer certains axes comme la prépa mentale. Et puis, arriver à sortir un peu du rythme effréné dans lequel on vit, sortir un peu du stress de la journée, tout ça. Et puis voilà. Et après, le dernier truc, c'est le long terme, c'est qu'il faut accepter que ça prenne du temps. Il faut persévérer un peu. Et il faut aussi prendre un peu de plaisir dans le processus d'entraînement en lui-même, quoi. Quand tu parles de respecter le corps humain et la progression, c'est-à-dire, toi, les 10% hebdo max, c'est quelque chose auquel tu crois ou t'es même plutôt en dessous? Les 10% hebdo max, je connais pas le... Tu sais, c'est la fameuse règle qui dit que, en général, quand tu veux progresser, augmenter la charge d'entraînement, enfin, la charge et le volume d'entraînement, on conseille de pas augmenter de plus de 10%. Donc, c'est sûr que quand tu commences de zéro, si tu veux aller sur Ironman, c'est une progression qu'il faut peut-être un petit peu chahuter au début, mais une fois que t'es vraiment installé dans ton sport, progresser à coup de 10% par semaine, c'est déjà assez conséquent. Oui, ça paraît conséquent. Après, moi, honnêtement, la seule progression que je suis, c'est celle des fichiers de Christophe. Et je pense que si tu écoutes ton corps et que tu commences à avoir un peu des douleurs partout et tout, c'est que t'as pas été suffisamment progressif. Voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a tous un plafond. Si on le dépasse, on va forcément rencontrer des petits soucis. Donc, si on reste à l'écoute de ça, ça paraît être la base pour durer un peu. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ah, sympa cette petite conclusion. Écoute Arthur, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour cet enregistrement qui a commencé en nature et qui a fini dans l'appartement du stage que vous êtes en train de faire en altitude. On salue tes colocataires pour le coup. Et puis, et on te souhaite bon entraînement, bonne continuation pour les prochains objectifs. Et puis nous, Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes, merci Arthur, merci à toi. Je sais pas encore pour le titre de l'épisode, est-ce que je reprendrai la petite citation qui veut voyager loin, ménage sa monture, ou si je reprendrai celle qui disait que je vous souhaite d'avoir ma vie. Ce sera l'une ou l'autre, on verra, mais en tout cas, on a quelques verbatims à réutiliser. Merci les gars, c'était super agréable. Et je sais pas si vous arriverez à faire quelque chose de bien de tout ça, mais... Salut, à plus tard. Salut, à la semaine prochaine, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.
Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques là. Si vous voyez, ça fait grand geste devant l'écran, vous inquiétez pas, je suis pas en train de danser. Ouais, on voit ça. Au début de l'interview, il y avait une mouche qui s'était même posée sur ton nez. C'était sympa d'enregistrer en nature. Faut que je me douche peut-être aussi. Bon, ça, on savait qu'on allait avoir un athlète sport nature, mais donc là, c'est bien, on est dans le cadre, quoi, tu vois. D'habitude, les triathlètes, ils sont à minima derrière un bureau, ou au pire dans un lit, tu vois, mais sur un canapé. Et là, là, on est carrément dans notre zerbe, quoi. On est dans le thème. Exact. Cohérence. Oula, j'ai plus trop de batterie, les gars. De toute façon, on voit bien que tu es en train de te faire attaquer par l'environnement autour de toi, donc on va pas arrêter trop longtemps. Mais si vous voulez, il y a encore. Oui, il a un titre. Non, ouais. On va vous laisser tranquille parce que là, ça a vraiment dégénéré. Ouais. Moi, j'ai découvert votre podcast et je trouve que c'est bien. On lui a fait découvrir tout à l'heure. Je connaissais pas. Non, sérieux, c'est bien. Moi, tout le monde me dit que c'est génial. Hein. Bon, bah J'ai écoute, plein pour écouter les podcasts. Je trouve que c'est canon. Super. Bon, bah, Merci, Jeanne. c'est super. Merci à toi. Et puis, content que vous ayez apprécié aussi l'expérience de venir sur le podcast. Ah oui, complètement. Top. Vraiment, ouais, c'est cool.